franco-arabe de Tonkolonko 1, un geste concret qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves sur place. Adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est au total 230 tables-bancs offerts aux établissements scolaires de la préfecture de Farana. Ce don est reparti entre l'école primaire Mamadi Doumbouya de Tiro, une réalisation de l'association pour le développement de ce village, et le lycée-collège franco-arabe de Tonkolonko 1, l'unique de la région. Un édifice réalisé par un opérateur économique de la localité. Ce geste du général de 2e section, Aboubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense nationale, vient à point nommé. Je suis très ravi, très content de ces cadeaux. J'invoque Allah pour le donateur. On a besoin d'une assistance par les bienfaiteurs qui n'ont qu'à venir nous aider à réparer l'école. Nous n'avons pas de clôture. Si on veut réellement que les enfants restent à notre disposition, il faut que l'école soit clôturée. Le donateur, qui n'est pas à son premier geste, avait doté la bibliothèque régionale de plusieurs livres. Un don qui a boosté considérablement le niveau de lecture dans la région. Cet autre geste intervient à l'ouverture officielle de l'année scolaire 2025-2026, une période où les besoins en infrastructures et équipements sont cruciaux. Il a construit une bibliothèque préfectorale qui porte le nom de Ahmed Sékou Touré. Il a mis 5000 livres de tout genre dans ces bibliothèques-là. Cela nous a permis cette année d'avoir un très bon résultat. Monsieur le ministre de la Défense a tenu promesse, ça n'a même pas fait les 24 heures, les balles là sont venues. Donc au nom de la population de Tiro, nous remercions infiniment Monsieur le ministre. Ce soutien matériel va permettre d'améliorer significativement le niveau d'assimilation des élèves de ces deux établissements scolaires. Cette initiative est saluée par les autorités administratives et éducatives de la région. Lancement d'une vaste opération de distribution gratuite de kits scolaires à Kankan. C'est un geste de Hadia Mandjoula Silla, la maman du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Avec ses outils essentiels, les élèves des différents établissements franco-arabes de la commune urbaine de Kankan vont aborder la nouvelle année scolaire avec beaucoup d'espoir. Diamo Kaba est notre correspondant sur place. À Kankan, l'action patriotique d'une Guinéenne est en train de renforcer l'accès à l'éducation des enfants pour leur permettre de rejoindre la vaste opération de distribution de kits scolaires sur les écoles franco-arabes de Nabaya pour augmenter le taux de scolarisation des enfants, en particulier des petites filles. Le bon samaritain Hadia Mandjoula Silla, la maman du président de la République, dévoile son sens élevé pour permettre aux tout petits d'accéder à un matériel de base essentiel pour leur scolarité. Nous les enseignants, on reçoit chaque fin du mois un geste vraiment qui nous soulage. Et voici nos élèves aujourd'hui encore. C'est la première fois dans l'histoire ici qu'il y a des trucs qui viennent et qu'on donne aux élèves de franco-arabe. Donc quand c'est un truc pareil qui vient dans ton école, vraiment c'est satisfaisant. Moi-même, je suis vraiment ému, je suis vraiment content ce matin. En offrant ces équipements, la donatrice favorise un environnement scolaire plus accueillant et stimulant pour les enfants, afin qu'ils puissent apprendre et s'épanouir dans les meilleures conditions. Mandjoula Silla est certes la mère du chef de l'État, mais son combat consiste avant tout à œuvrer pour le bien-être des enfants et leurs parents. La donatrice est consciente des défis rencontrés par les élèves de Baté pour accéder à une éducation de qualité. Cette campagne de distribution gratuite des kits scolaires s'inscrit dans le cadre de son engagement constant à soutenir l'éducation et à réduire les disparités éducatives. C'est également un geste fort en faveur de l'éducation et de l'accès à l'eau potable. À Kassia, dans la préfecture de Kindia, une école franco-arabe vient de bénéficier d'importants travaux d'aménagement. Plusieurs salles de classe ont été construites et des forages d'eau ont été réalisés pour améliorer les conditions d'apprentissage. Un geste de l'érudit de Kindia, salué par les autorités locales et par les populations. C'est un reportage de Nabi Kamara. 6 nouvelles classes franco-arabes réalisées et équipées à Kassia dans la commune urbaine de Kindia, des forages et des latrines pour le commissariat et le marché de Khaliakhori dans la commune rurale de Damakania. Des œuvres sociales offertes par l'érudit de Kindia en guise de contribution à l'éducation des enfants et à l'amélioration des conditions de vie des populations dans ces localités respectives.
Construire une école n'est pas chose facile. Mais l'homme qui est en train de construire à Kindia, ce n'est pas sa première fois, ce n'est pas sa deuxième fois. C'est continuel chez lui. Et les propriétaires de cette école, le quartier, ils se sont réunis pour donner son nom à cette école. Collège franco-arabe, Elhadj Abdou Wakili Al-Mali Keita. C'est le nom de l'école. Ça, c'est un nom qui doit illustrer beaucoup de choses ici. C'est un soulagement et une reconnaissance de la part des bénéficiaires de ces différentes réalisations à l'endroit de l'érudit de Kindia. Elhadj Wakili Keita, qui n'est pas à sa première fois dans la construction, l'équipement, prise en charge des enseignants en logistique, en franco-arabe. Ce n'est pas sa première fois, ça fait partie de sa culture. Inch'Allah, cette école sera gérée à bon escient. L'érudit de Kindia n'en est pas à sa première expérience. Il a déjà réalisé des infrastructures sociales dans plusieurs localités de la préfecture de Kindia. Et voilà qui nous amène à parler maintenant du concours d'accès aux écoles professionnelles, un concours qui se déroule donc dans de bonnes conditions. Dans chaque préfecture, un centre d'examen est installé pour permettre à tous les jeunes qui veulent embrasser un métier d'affronter les épreuves sans avoir à se déplacer. Lancé Kamisoko nous propose un tour d'horizon. Dans toutes les préfectures du pays, le concours d'entrée dans les écoles d'enseignement technique se déroule conformément à l'agenda des autorités. Dans le sud du pays, en région forestière, ils sont au total 1648 candidats, dont 543 filles, à affronter les épreuves. Ce que j'ai à lancer à ces candidats, c'est de rester calme, de rester serein, de considérer que vraiment ce sont des formateurs guinéens qui ont proposé ces épreuves. Donc il va de soi qu'ils pourront se tirer d'affaire quand ils restent concentrés et disciplinés. Tout comme à Zérékoré, à Kankan, le concours d'entrée dans les écoles professionnelles suscite beaucoup d'espoir pour les candidats. Dans la région, les différents responsables ont multiplié ces dernières années les sensibilisations pour inviter les jeunes à s'orienter massivement dans les écoles techniques. 2487 candidats pour les différentes filières des écoles IRAM de Sigiri, pour les filières d'électricité industrielle, mécanique générale, maintenance véhicules légers et électricité bâtiment. Les candidats de l'INAI pour les filières d'exploitants agricoles. Également les candidats qui ont postulé pour l'ENAM, École nationale des arts et métiers, à Conakry. À Mamou et à Farana, le concours se déroule également selon les règles établies. Tous apprécient l'accent mis ces dernières années sur l'enseignement technique en Guinée. On a toutes les options en BTS, on a créé les BT de ces options-là. Tel que le préscolaire. Le préscolaire, c'est les gens qui ont le nouveau terminal, qui font le préscolaire. Et quand on prend les autres branches techniques, par exemple les écoles de santé, là c'est quoi? L'imprimer d'État a le BT, imprimer auxiliaire, sage-femme auxiliaire. Dans la région de l'Abbé, la jeunesse prend conscience de l'importance de l'enseignement technique. Ce concours d'accès est perçu comme une opportunité à saisir pour préparer un avenir sûr avec une compétence professionnelle. L'université forme des cadres. Et maintenant, là où nous sommes actuellement avec la rénovation entamée par ce ministère qui est en place, j'ai décidé maintenant de me lancer dans l'école professionnelle. À Kindia et à Boké, le concours d'accès aux écoles d'enseignement technique a également été officiellement lancé par les autorités administratives. Ceci traduit également le fait que nos populations, nos jeunes ont compris, parce que nous leur avons dit que rien ne sert à s'entendre à la maison. Et quel que soit le diplôme que vous avez, si vous avez la volonté d'apprendre un métier, l'État, à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a offert l'opportunité de vous faire inscrire dans une école d'apprentissage. Une jeunesse formée et qui est occupée à travailler dans des sociétés, dans des entreprises, c'est là où il y a la stabilité. Le concours d'accès aux écoles d'enseignement technique se déroule dans 36 centres à travers le pays et se poursuivra jusqu'au dimanche prochain. Un autre sujet dans ce journal, c'est la lutte contre la corruption en Guinée, avec cette question essentielle. Comment renforcer la transparence et la bonne gouvernance? Un partenariat vient d'être conclu entre le Conseil national des organisations de la société civile et l'Agence nationale de lutte contre la corruption.
une alliance stratégique qui marque le début d'une coopération dont l'objectif est, vous allez le voir, de prévenir et de combattre cette pratique dans notre pays. Maïmouna Bella Diallo. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, la lutte contre la corruption figure parmi les grandes priorités des autorités. Objectif, promouvoir la bonne gouvernance et moraliser la gestion publique. Pour atteindre ce but, la société civile joue un rôle clé, notamment sur le terrain de la prévention. Ce travail de fond, qui est celui de la prévention, naturellement, nous ne pouvons pas le mener seul, notre structure, notre institution. Et nous avons considéré que le CNOCS est une organisation qui a la même vision, qui est engagée dans absolument la protection des intérêts du peuple de Guinée, au même titre que les gouvernants. Et il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas le CNOCS, qui est bien implanté sur le territoire national comme partenaire, à l'effet de conjuguer nos efforts. Et de cette synergie d'efforts-là, je pense que des résultats plausibles pourront absolument naître, émerger. Cette rencontre marque une nouvelle ère de collaboration entre le Conseil national des organisations de la société civile et l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Nous nous engageons à l'accompagner, à atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par le président de la République. Parce que la société civile, c'est l'entité la plus proche des citoyens. Les messages qu'ils voudraient être portés, nous allons les porter. La sensibilisation, nous allons le faire dans le cadre de la prévention pour aider d'abord toute la population guinéenne à comprendre le phénomène de corruption. À l'issue des travaux, les deux institutions ont scellé un partenariat fécond, débouchant sur un plan d'action opérationnel. Celui-ci vise à intensifier la prévention à travers des campagnes de sensibilisation destinées aux populations sur toute l'étendue du territoire. Et puis la Chambre de commerce, industrie et artisanat vient de participer à Dakar aux travaux sur le renforcement du commerce maritime, le cabotage étant l'outil de connectivité de certains corridors, notamment Dakar-Banjul, Dakar-Conakry, a été largement débattu. Le développement de ces liaisons vise à relever des défis comme la faible intégration sous-régionale. Abdul Karim Kamara. Au sein de la ZLECAF, les idées ne cessent de germer afin de stimuler les échanges sud-sud. Ici, au pays de la Teranga, cette stimulation, le cabotage, est en débat. Un instrument de connectivité pour renforcer le commerce maritime. La rencontre porte sur comment développer les corridors maritimes Dakar-Praia, Dakar-Agadir, Dakar-Alger, Dakar-Conakry et Dakar-Banjul. Ces routes constituent des axes stratégiques, diversifier et sécuriser nos marchés, l'exportation et l'importation de nos produits, accroître la compétitivité de nos filières sur les marchés régionaux et internationaux et soutenir la croissance économique tout en fluidifiant les échanges et en valorisant nos ressources nationales. Comme le rappellent les travaux de l'Union africaine sur l'économie bleue, l'Afrique ne représente encore que 3% du trafic maritime. Le développement de ces liaisons vise à relever des défis comme le coût élevé et la faible intégration sous-régionale. La Guinée est représentée à cette rencontre par la Chambre de commerce, industrie et artisanat. La Chambre de commerce de Guinée a été conviée de participer vu la position stratégique du port de la Guinée, du commerce, de l'activité du secteur économique de la Guinée pour la sous-région. Nous sommes très satisfaits de prise de suggestion de la délégation. C'est une initiative à développer auquel la Guinée sera valablement représentée à travers la Chambre de commerce de Guinée. La rencontre de Dakar sur le cabotage se veut un creuset de concertation inclusive et fécond, associant décideurs publics, opérateurs privés et partenaires techniques. Un mot de santé maintenant, avec, je le disais tout à l'heure au sommaire, le CHU d'Onka et la chirurgie orthopédique qui connaît une précieuse avancée. Depuis quelques jours maintenant, une mission médicale apporte au sein de l'hôpital des soins de pointe aux enfants et forme en même temps le personnel local. Une initiative qui s'inscrit dans la vision des autorités déterminées à réduire des évacuations sanitaires en dotant le CHU de compétences techniques et humaines à la hauteur de ses ambitions. Tchao Ousmane Diallo. Dans son plan de modernisation des soins, le CHU donc a entrepris une politique d'ouverture avec des partenaires étrangers de renom.
dans le domaine de la chirurgie pédiatrique, notamment avec l'association des enfants du NOMA. Une stratégie est en place pour assurer un transfert de compétences tout en prenant en charge gratuitement des patients. Pour la 5e fois, cette association dépêche au CHU Donka une importante équipe de chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers pour développer la chirurgie orthopédique. C'est une mission où nous sommes une équipe de 10 personnes. Nous venons opérer des enfants, principalement des enfants qui ont des malformations, soit des malformations des membres ou inférieures ou supérieures. Nous revoyons des patients qui ont été opérés il y a quelques années, qui sont très contents. Nous avons de très bonnes relations avec la direction de l'hôpital Donka, avec qui nous formons vraiment maintenant une véritable équipe. Mon enfant a subi une intervention chirurgicale avec succès, ce qui lui permet de marcher aujourd'hui après 8 ans de maladie. Ça va mieux aujourd'hui, Dieu merci. Des chirurgies orthopédiques jugées délicates sont réalisées grâce également à des installations adaptées, fruit d'un engagement de l'État guinéen à faire du CHU Donka un hôpital de référence dans la sous-région. Aujourd'hui, on a fait des séquelles des traumatos avec des pieds équins, des malformations congénitales assez sévères. Comme vous avez tout à l'heure avec le pied qu'on a fait, on a fait une malformation aussi de la cheville qui était très très sévère. On a fait des ostotomies. Une centaine d'enfants vont être gratuitement pris en charge dans le cadre de ce programme qui met surtout l'accent sur la maîtrise par les professionnels locaux des avancées en matière de chirurgie orthopédique. Nous allons prendre maintenant la direction de Séguiri qui abrite la société aurifère Anglo Gold Ashanti de Guinée, SAG. Ce lundi, le conseil d'administration de la société s'est réuni en présence du ministre des Mines et de la Géologie. Une rencontre importante au cours de laquelle une feuille de route ambitieuse a été adoptée. Il s'agit, en termes clairs, d'améliorer la performance opérationnelle de la SAG, de moderniser les équipements et de renforcer l'intégration locale. Saint-Martin Fancinadouno. La SAG, Société Anglo-Gold Ashanti, est l'un des piliers aurifères nationaux avec le site de Séguiri au centre de ses opérations. Il y a 2 jours, le ministre des Mines et de la Géologie, Bounassila, présidait le conseil d'administration en sa qualité de représentant de l'État et président du dit conseil. Les membres se sont réunis autour de lui pour fixer des priorités claires, augmenter la production en onces, moderniser les équipements et renforcer la contribution locale. Nous travaillons ensemble avec la SAG afin qu'on puisse, continuer la réduction des coûts de l'entreprise qui a commencé depuis 2021, mais également augmenter le niveau de production de la SAG, passer à 300 000 onces à 400 000 onces, ce qui sera profitable pour l'économie nationale, mais également pour la SAG. Autant d'objectifs liés à des décisions d'investissement, de maintenance et de gouvernance examinées pour permettre à la SAG d'améliorer ses performances. Ces investissements-là vont se chiffrer pour l'année prochaine à environ 200 millions de dollars et pour l'année 2027 à environ 300 millions de dollars. Ce sont des investissements qui vont permettre d'améliorer la production et nous allons partir de 323 000 onces l'année prochaine à 366 000 onces en 2027. La SAG, depuis le Bureau mondial, a apprécié les efforts des autorités guinéennes pour la réussite du processus du référendum du mois de septembre dernier, gage d'une stabilité démocratique qui favorise les investissements et sécurise les investisseurs. Et puis dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique entend mettre en place une brigade nationale de salubrité publique. Et pour ce faire, l'agence, en partenariat avec tous les acteurs impliqués dans la gestion des ordures, travaille sur la rédaction du règlement de la salubrité publique. L'objectif est d'amener les citoyens à rompre avec les vieilles pratiques. Compte rendu Mohamed Lamine Camara.
L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique multiplie des initiatives pour renforcer la gestion des ordures. Au-delà de la dotation des communes de Conakry en équipement d'assainissement, l'ANSP se fixe pour objectif de créer une brigade de salubrité publique, une structure nationale qui fonctionnera sur la base d'un statut et d'un règlement. Il faut rendre aujourd'hui, au-delà de la sensibilisation, mettre en place un cadre réglementaire et coercitif pour essayer pratiquement de forcer les gens à adopter un comportement citoyen. Le résultat de ces travaux constituera pratiquement la feuille de route de comportement, de promotion, de culture, de propriété et de responsabilité citoyenne en Guinée. Et c'est dans ce contexte qu'un projet d'aménagement et d'extension de la station d'épuration des eaux usées de Conakry voit le jour. Ce projet va contribuer à la modernisation de la capitale et à réduire les risques de maladies hydriques. C'est le fruit de la coopération Sud-Sud, Guinée, Royaume du Maroc, Banque islamique de développement BID. Ousmane Ba, Salif Oussila. Le gouvernement et ses partenaires en ordre de bataille pour la modernisation et l'extension de la station d'épuration. Dans ce projet, l'ONU est reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, mettra son expertise au service de la Guinée en accompagnant la DATU dans le renforcement de ses capacités et la mise en œuvre technique du projet. Ce projet d'amélioration du cadre de vie va générer 200 emplois et contribuera à la formation de 144 cadres. L'objectif est très clair. Améliorer le cadre de vie des habitants de Conakry, traiter efficacement les eaux usées avant leur rejet et préserver durablement la santé publique et l'environnement. Il s'inscrit dans une dynamique nationale déjà bien engagée. Au cours des dernières années, notre pays a réalisé plusieurs milliers de mètres linéaires de circuits d'évacuation des eaux usées et pluviales, réhabiliter des zones à risque sanitaire et le renforcement des capacités techniques de nos services à travers des formations spécialisées et des échanges d'expertise avec nos partenaires bi- et multilatéraux. Depuis plusieurs décennies, nos deux entités, la Guinée et la BID, entretiennent une alliance mutuelle, mais aussi le respect et une vision partagée de développement de grande envergure. Et aujourd'hui, l'empreinte de cette collaboration se matérialise par la modernisation et l'extension de la station d'épuration des eaux usées de Conakry, qui est vraiment une étape majeure. Élément clé de modernisation de la ville de Conakry, le projet va réhabiliter 7 stations de pompage, à savoir 5 à Kaloum, 1 à Dixine et 1 dans la commune de Matam. Et pendant ce temps, le Conseil guinéen des chargeurs intensifie la lutte contre les tracasseries routières sur les axes du pays. Une mission mixte vient d'être dépêchée sur le corridor Koya-Kindia-Kouré-Malé avec pour mandat de mettre fin aux obstacles qui freinent encore le transport routier. À Koya, Kindia et Mamou, la délégation a engagé une vaste campagne de sensibilisation sur les conséquences des tracasseries routières, tant pour l'économie nationale que pour l'image de notre pays. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Moussa Komara. C'est l'un des corridors les plus importants du pays. La route Koya, Kindia et Mamou, trait d'union entre la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. Mais sur ce parcours vital, les tracasseries routières freinent le mouvement des biens, des personnes et de la confiance. Tracasseries routières nous fatiguent et ça fait peur. Mais le surcharge de véhicules aussi, nous le reconnaissons, ça nous fatigue et ça fatigue le surcharge. On ne peut pas accepter un chauffeur qui circule, qui n'a pas un permis de conduire, qui n'a pas une assurance, qui n'a pas une visite technique, qui n'a pas une carte grise. À pied d'œuvre, le Comité national de facilitation des transports inter-État et transit routier espère stopper le phénomène. Un défi majeur pour la fluidité du commerce et la libre circulation des personnes et des biens. Lorsque un contrôle qui doit se faire en 5-10 minutes au niveau des agents en charge du contrôle routier dépasse largement ce temps, on arrive à retenir les gens pendant des heures pour des contrôles qui ne sont généralement pas nécessaires, ça on appelle tracasserie. Mais les usagers aussi, qui sont en train d'utiliser leur engin sans document, le chauffeur qui n'a pas de permis de conduire
n'est pas habilité à conduire un véhicule. Notre mission, c'est comment faire de manière que la circulation soit fluide. Donc, grâce à l'effort du haut commandant, il a cherché une grille de 100 tonnes qui est positionnée vers Mamou. Ça, c'est parce que c'est autour de Mamou, il y a plus d'accidents. Donc, ça nous permet de dégager quand il y a une situation pareille. En unissant autorités locales, transporteurs et sécurité routière des villes de Koya, Kinya et Mamou, le Conseil guinéen des chargeurs jette les bases d'une route plus juste, plus humaine et compétitive dans l'espace CEDEAO. Mesdames et messieurs, nous allons ce soir encore revenir sur les échos de la célébration du 67e anniversaire de l'accession de la Guinée à son indépendance, notamment en dehors du pays. À New York, tout d'abord, la célébration a été marquée par un esprit de retour aux sources et par un engagement renouvelé pour l'unité et pour le progrès national. Loin de Conakry, les cœurs ont battu à l'unisson. Les images de notre envoyé spécial à New York, Moussa Bangora, sont commentées par Makema Donzo. C'est dans une ambiance de retour aux sources que l'anniversaire de l'indépendance de notre pays a été célébré à New York. De véritables retrouvailles entre compatriotes, mais aussi un moment opportun pour raviver le sentiment de fierté, de tolérance et pour réaffirmer l'engagement envers une Guinée unie et prospère. Nous nous souvenons aujourd'hui du courage visionnaire du président Ahmed Sékou Touré et tous ceux qui, au pays de sa conscience, ont ouvert la voie d'une Guinée libre et souveraine. Leur héritage nous oblige à préserver l'unité nationale, à protéger nos valeurs socio-culturelles et à continuer à bâtir un pays juste et prospère. Ce 67e anniversaire, placé sous un thème inspirant, doit encourager chaque Guinéen, où qu'il se trouve, à œuvrer et participer activement au progrès. Un progrès nécessaire pour préserver notre liberté sociale et économique acquise au pays. Et a su préserver sa dignité, son intégrité, son unité et son espoir de lendemain reluisant. C'est sur ces valeurs et cet espoir que le président de la République, son excellent général Mamadi Doumbouya, fonde à l'adhésion pleine et entière de celui-ci et à la participation constructive de tous. En célébrant les 67 ans d'indépendance de notre pays à New York, les cœurs des compatriotes battent à l'unisson pour notre patrie. Ce moment n'est pas seulement un rappel de l'histoire, mais un appel renouvelé à l'unité, à la tolérance et à l'engagement de tous. Cette année, la fête a été célébrée loin d'Accra, là où elle se tient habituellement. C'est au Togo que l'ambassadeur Jean Matos Doré et son équipe ont choisi de marquer l'événement, une manière de rapprocher la diplomatie guinéenne de ses ressortissants dans les juridictions placées sous son autorité. Mariam Kamara. Cette année, la célébration de la fête de l'indépendance de la Guinée, habituellement organisée au Ghana, a été exceptionnellement délocalisée à Lomé, la capitale togolaise. Une initiative de son Excellence Jean Matos Doré, ambassadeur de Guinée au Ghana, visant à se rapprocher davantage de nos compatriotes établis dans ces juridictions diplomatiques. L'ambassadeur a appelé les ressortissants guinéens à continuer d'honorer la nation à travers le respect de soi, à l'image de nos pères fondateurs qui ont su faire preuve de dignité et de courage. Mes chers compatriotes, je veux dire et le moment de vous rappeler encore que vous êtes tous les ambassadeurs de notre pays, le Togo. C'est pourquoi vous devez avoir un bon comportement, vous aimer les uns les autres, sans considération d'appartenance ethnique, politique ou religieuse, car la Guinée est une famille. Je vous invite donc à respecter complètement les lois du Togo, qui est votre pays d'accueil. Le consulat exprime sa gratitude à l'ambassadeur Doré et à son équipe basée à Accra, ainsi qu'à l'ensemble des compatriotes pour leur engagement constant dans toutes les activités liées à la patrie. Depuis qu'il est en poste, à chaque fois que nous avons organisé les manifestations marquant l'indépendance nationale, son Excellence Monsieur l'ambassadeur a financé intégralement. J'adresse mes félicitations à tous ceux qui se sont impliqués personnellement
Cette délocalisation prend tout son sens pour le consulat de Guinée au Togo, qui y voit un geste fort de reconnaissance envers les communautés guinéennes. Les Guinéens établis en Espagne ont répondu massivement à l'appel de l'ambassadeur pour célébrer les 67 ans d'indépendance de notre pays. Un rendez-vous empreint de patriotisme et d'espoir, une occasion surtout pour l'ambassadeur de mettre en lumière les grandes ambitions de la Guinée. Makeme Donzo. C'était une mobilisation totale des compatriotes autour de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée en Espagne, venu célébrer les 67 ans de la souveraineté nationale. Les ressortissants guinéens se disent fiers des échos positifs en provenance de leur patrie. Cette année, la fête de l'indépendance a été placée sous le signe d'un thème porteur visant à dynamiser et valoriser la jeunesse. Le choix des autorités traduit la nécessité de rappeler à chaque Guinéen et Guinéenne le devoir de continuer à assumer notre souveraineté, tant économique que politique. Chers compatriotes, cette célébration se tient dans un contexte très particulier où le peuple souverain de la Guinée, assumant pleinement sa responsabilité, vient d'affirmer une fois encore à la face du monde sa maturité démocratique à travers le processus référendaire d'adoption de la nouvelle constitution de la République le 21 septembre 2025. À cette occasion, le diplomate guinéen a saisi l'opportunité pour éclairer la lanterne de ses compatriotes sur l'importance stratégique du programme Simandou, un projet structurant pour l'avenir économique de la Guinée. Chers compatriotes, Simandou 2040, avec ses 5 piliers, est un programme présidentiel garantit à chaque Guinéen et à chaque Guinéen l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé et à l'amélioration des conditions de vie, la sécurité alimentaire et énergétique, la justice sociale et la solidarité nationale. Une célébration dans la ferveur patriotique, mais aussi dans la réflexion autour des enjeux de développement de la Guinée. À Madrid, les compatriotes restent mobilisés pour accompagner l'élan de progrès engagé par le pays. La communauté guinéenne vivant au Gabon a célébré avec éclat le 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Une cérémonie riche en couleurs, en culture, mais surtout en émotions, placée sous la présidence du consul général de la République de Guinée près la République du Gabon. Marwan Kamara. Partout à Conakry et à l'intérieur du pays, la ferveur patriotique est au rendez-vous du 2 octobre 2025. Une date historique qui commémore l'an 107 de l'indépendance de la Guinée. Des milliers de Guinéens ont pris part à la cérémonie officielle. Des carnavals, prestations artistiques et discours ont rythmé la journée dans une ambiance de fierté nationale. Et cette fête a été célébrée hors des frontières du pays. Au Gabon, la communauté guinéenne a également marqué l'événement avec éclat. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre, je vous transmets ces remerciements. Et ensuite, je voudrais vous appeler ici et maintenant à l'unité nationale. Restons unis, disciplinés et solidaires, car c'est ensemble et seulement ensemble que nous construirons un avenir meilleur pour notre pays. Cette journée historique est un moment de communion et de rappel à valoriser l'héritage culturel du pays et à reconnaître les acquis de la gouvernance du CNRD. Depuis l'avènement des autorités du CNRD le 5 septembre 2021, les Guinéens établis à l'étranger ont une part importante dans les sphères de l'État. Cette nouvelle constitution qui a été adoptée, pour la première fois, les Guinéens établis à l'étranger seront représentés dans la future Assemblée nationale de notre pays. Je souhaite une excellente fête d'indépendance à tous les Guinéens. Entre souvenirs du passé et espoir pour l'avenir, les Guinéens du Gabon ont rendu hommage aux pionniers de l'indépendance et autres figures emblématiques de la République. Des pèlerins guinéens présents en Israël ont tenu eux aussi à marquer l'événement d'une manière toute particulière.
Rassemblés dans les lieux saints, ils ont élevé des prières pour la paix et pour la stabilité de notre pays. Un moment fort de spiritualité et de patriotisme que l'on va découvrir ensemble dans ce reportage de David Yombouno. Ville sainte de Jérusalem, le climat était ce jeudi à la fois solennel et empreint d'espérance. Après la prière des nations du monde en faveur de la Guinée, les fidèles chrétiens guinéens se sont associés à la célébration de Yom Kippour, un moment fort dans la tradition juive. Cette convergence spirituelle a pris une dimension particulière avec la date du 2 octobre, jour anniversaire de l'indépendance nationale. L'occasion pour les pèlerins de formuler des prières spécifiques pour l'avenir du pays. Nous avons jeûné aujourd'hui, prié pour la Guinée, prié pour Israël. Nous avons confessé devant Dieu et nous sommes sûrs que Dieu nous a écoutés. Il va pardonner notre nation et il va guérir la Guinée. Voir toutes les autres nations se lever pour prier pour la République de Guinée, cela nous a tellement dépassés. Et la Guinée a exposé devant tous ces grands religieux afin de lever leur voix au éternel Dieu, le tout-puissant créateur du ciel. En ce jour où le destin spirituel et historique s'est croisé à Jérusalem, les pèlerins guinéens sortent réconfortés avec la conviction que leurs prières pour la paix, l'unité et le rapprochement entre la Guinée et Israël trouveront écho au-delà des murs de la ville sainte. Merci David. Le dernier virage de ce journal maintenant, documenter l'environnement guinéen, l'analyser, mais surtout alerter sur les dangers qui le menacent. Voilà l'ambition d'un ouvrage qui vient d'être publié par l'ancien Premier ministre guinéen Kabine Komara. Un troisième ouvrage qui permet à l'auteur de retracer les grands défis et de faire des propositions concrètes pour la protection de notre diversité, notre biodiversité en danger. C'est justement le titre de ce livre qui vient de paraître. Voici le reportage de Kerfala Presse Camara avec les images en France de Mohamed Souma. Après son ouvrage « Comprendre pour agir avec mesure et détermination », publié en juillet dernier à l'occasion des 112 heures du livre à Conakry, l'ancien Premier ministre Kabine Komara a choisi Paris pour publier son troisième livre intitulé « Notre biodiversité en danger ». L'ouvrage se présente comme une alerte pour les décideurs face au risque de menaces climatiques et environnementales au détriment de la Guinée longtemps considérée comme château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. J'étais très heureux du fait que tout le monde s'intéresse à la Guinée qui est un havre de biodiversité qui est en danger. Et le but c'était de faire un plaidoyer que les gens prennent conscience de la nécessité d'aider notre pays. En plus des efforts que le gouvernement a commencé, il faut appuyer ceci, aussi bien pour sauver le foutage à l'an que les autres joyaux écologiques de la Guinée. Et je crois qu'il y a eu un appel qui a été bien compris et bien répondu. Certains ont proposé de venir dès décembre en Guinée pour voir comment s'associer au gouvernement et aux ONG pour voir ce qu'on peut faire pour protéger l'environnement dans notre pays. Donc c'est pas seulement quelqu'un qui alerte, qui dénonce, c'est quelqu'un qui propose. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Là, il a un plan pour sauver la diversité, non seulement dans ce massif menacé qui s'appelle le Fouta Djallon, mais un peu partout. Et moi, c'est vraiment mon maître dans l'action. Pour la vulgarisation de cet ouvrage, un partenariat est scellé avec la maison d'édition Harmattan Guinée. L'importance du livre, c'est aussi ça. Nous sommes en danger, le livre peut alerter, le livre peut jouer son rôle. Et encore une fois, c'est la preuve que le livre a sa partition dans le développement socio-économique de notre pays. Nous tirons les leçons de cet engagement qu'il a pris à travers son livre et pour qu'on puisse le vulgariser davantage. L'auteur Kabine Komara est un banquier de formation. Il a occupé d'importantes fonctions comme directeur de... Voilà, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce élément. C'est donc la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Nos soirs dans les préfectures et